Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue en direct dans notre édition spéciale de la matinale d'info consacrée au débat qui a eu lieu cette nuit entre Donald Trump et Hillary Clinton. Il a eu lieu il y a 3 heures à Washington University à Saint-Louis pour comprendre ce qui s'est passé, analyser ce moment important, très fort de la campagne pour l'élection présidentielle américaine qui aura lieu le 8 novembre prochain. Nous accueillons sur ce plateau Olivier Royan, le directeur de la rédaction de Paris Match. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous pour la deuxième fois. Bonjour Cyril. Nous accueillons Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous. Et nous accueillons André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde. Bonjour André, vous diffuserez ce débat entre nous sur les antennes de TV5 Monde un peu plus tard dans la journée. Olivier Royan, avant de démarrer le cœur de ce débat, ce qui s'est dit, il faut parler un peu du fond parce que le fond est extrêmement important. Et la forme, encore plus presque dans ce qui compte aux États-Unis aujourd'hui, à cet instant-là de l'élection. Alors, sur la forme, c'est micro à la main, 2 modérateurs, un public qui ne peut pas s'empêcher d'applaudir, on n'arrive pas à les contenir. Et sur le fond, ce sont des attaques personnelles. Oui, là, c'est vraiment le duel. Tout a changé par rapport au dernier débat qu'on a eu l'occasion de commenter il y a quelques jours. Tout a changé parce que d'abord, le public qu'on a choisi, c'est un public d'électeurs indécis. Donc ça veut dire qu'ils vont poser des questions. Il faut savoir que le public qui regarde le débat a tendance à s'identifier à ces gens. Par conséquent, pour les 2 personnes sur le plateau, il s'agit d'établir un lien. Et c'est un véritable enjeu pour Hillary Clinton de ne pas rester dans la programmatique, de ne pas rester dans la langue de bois de son programme, mais d'essayer de regarder les gens droit dans les yeux, de leur parler, d'établir ce lien qui lui manque un petit peu dans le contact avec les gens. Alors évidemment, il y a aussi dans le format, un élément d'imprévisibilité. On a vu depuis certaines campagnes électorales qu'il y a toujours une question étrange qui va sortir, on le saura même à la fin, jusqu'à la dernière minute. Il y a toujours quelque chose, un élément d'imprévisibilité. Donc ça met un peu les candidats sur la défensive. Ils ont été préparés. Hillary a préparé son débat, évidemment, comme elle avait fait dans le précédent, c'est-à-dire avec quelqu'un en face d'elle. Les conseillers de Trump ont réussi à l'attirer dans le New Hampshire, non pas pour une séance de préparation parce qu'ils ne voulaient pas, mais ils ont réussi à lui faire une sorte de réunion de quartier à Sandown dans le New Hampshire. On l'a dit mieux préparé. Avec 2 minutes, avec une horloge qu'ils lui ont mis sous les yeux et finalement Trump est arrivé probablement mieux préparé. Il y a une attente chez les gens d'Hillary. Ils pensaient que Trump allait vraiment passer à l'offensive. Il l'avait annoncé. Il y avait cette idée aussi qu'il serait un peu plus discipliné, un peu plus dans la retenue. L'enjeu était là aussi. Alors on va regarder le fond un peu plus tard, André Crétenant, mais au fond, le fond a dépendu de la forme dans ce débat. Oui, alors on est passé de position figée lors du premier débat, les 2 candidats qui ne bougeaient pas. Et là, évidemment, ils sont dans leur élément. Évidemment, Trump, le showman, mais aussi Madame Clinton qui aime beaucoup se déplacer. Et on a vu ces 2 candidats se tourner autour. On avait une sorte de chorégraphie assez étonnante, très forte, très dramatique, avec parfois même, je dirais, des plans qui ont échappé aux réalisateurs, puisqu'on voyait parfois Trump ou Madame Clinton en arrière-fond. On voyait que le réalisateur coupait assez vite, mais on voyait Trump faire l'amour. C'est des plans de coupe étonnants. Et le débat, d'une certaine manière, a échappé un petit peu justement à ce qu'est d'habitude ce débat américain très figé. Et puis une intensité dramatique extraordinaire. On attendait beaucoup, évidemment, de ce débat suite aux révélations de ce week-end et de la vidéo. Comment Trump allait-il réagir ? Eh bien, on a vu. Il a attaqué de plus belle. Il a été fidèle à lui-même. Pascal Jalabert, avant qu'on regarde un premier extrait, le côté showman de Trump est apparu clairement là. Le côté showman, mais surtout ce qui a changé par rapport au premier débat, c'est le contexte. C'est-à-dire que Donald Trump était bien obligé de jouer son va-tout et de taper fort. Donc il n'a pas pu, comme au premier débat, essayer d'être un Trump un peu plus calme, un peu plus posé. Là, il a fallu qu'il attaque, qu'il lâche des coups, y compris en dessous de la ceinture. Moi, je trouve qu'il a un peu trop parlé à son électorat. C'est-à-dire il n'aura pas déçu ses fans. En revanche, en général, les candidats aux élections américaines, dans le dernier mois, ils essaient d'élargir leur socle. Et là, je ne crois pas qu'il ait parlé au-delà de ses propres fans. Alors, on va regarder un premier extrait tous les 3 ensemble. Le débat était donc très virulent dès le départ. Des accusations personnelles réciproques fortes. Et on regarde ce premier extrait préparé par Soumaya Benaïssa. Nous l'avons vu insulter les femmes. Nous l'avons vu violer les femmes.
en se basant sur leur apparence, en les classant de 1 à 10. Et oui, effectivement, c'est bien ce qu'est Donald Trump. Je ne suis pas fier de ce que j'ai dit, mais c'était quelque chose qui s'est passé. Si vous regardez Bill Clinton, il s'est comporté beaucoup plus mal que moi. Et ce qu'il a fait aux femmes, il n'y a personne dans l'histoire de la politique américaine qui a tant abusé des femmes. Hillary Clinton aussi a attaqué les femmes. Une des femmes, qui est une femme merveilleuse, à 12 ans, a été violée. Et on l'a vu voir en train de rire de cette fille. Et Kathy Shelton, cette jeune femme, est là avec nous ce soir. C'est honteux. Elle devrait avoir honte d'elle-même. Alors, Olivier Royan, ce qui est très étonnant pour nous Français, c'est que ça part dès le départ sur des accusations sexuelles. Bon, là, c'est absolument délirant. On n'a jamais vu ça. Quelques minutes avant le début du débat, Donald Trump a organisé une conférence de presse en ressortant du passé 3 fantômes qui ont joué un rôle considérable dans la vie de Bill Clinton, qui ont empoisonné la vie de Bill Clinton depuis 20 ans, c'est-à-dire Cathy Willey, c'est-à-dire Joanna Broderick et la troisième, Paula Jones. Présente dans la salle. Présente dans la salle. On a vu Clinton arriver, le visage défait. Il a croisé Melania Trump et on a ces plans de coupe où on voit le regard du président terrible. Alors, évidemment, attaque frontale comme promis de Donald Trump. Donald Trump rentre sur le plateau avec cette idée, est-ce que sa campagne va aller jusqu'au bout? Sa campagne a explosé il y a 48 heures avec l'affaire de la vidéo, dans laquelle il relate avec des mots très crus la façon dont il approche les femmes qu'il désire. La vidéo. Donc il va essayer, Hillary et lui, finalement, ont transformer cette campagne en campagne des genres, en bataille des sexes. Pour la première fois, on a vraiment homme contre femme, avec des clichés de Trump, l'homme macho, qui va utiliser plusieurs fois cette expression. C'était des conversations de vestiaire. Il ne s'excuse pas, il dit que ce sont des conversations de vestiaire. Et Hillary, en essayant de rendre Hillary complice de son mari, puisqu'elle aurait fermé les yeux sur les actes de son mari. Je pense qu'il y a quelque chose de risqué dans ce que fait Donald Trump, c'est-à-dire que Hillary n'est jamais est apparu auprès de lui comme, non pas le complice des actes de Bill Clinton, mais plutôt comme la victime collatérale des actes de Bill Clinton. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'elle s'est présentée dans ce chapitre qui a duré 20 minutes, qui est parti de façon très violente. On se serait cru dans une audience de divorce. C'était vraiment très violent. André Crétin, ce qu'on peut se demander, la question qu'on peut se poser, est-ce que ça passe chez l'Américain moyen, au fond, ça? C'est du jamais vu, effectivement. Les questions morales, évidemment, sont très importantes aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle on a vu après chaque attaque, la personne attaquée dire « je reconnais ceci, je ne reconnais pas cela, mais je m'excuse ». Il y a toujours cette notion de l'excuse. Il ne s'est pas excusé. Lui pas, mais Mme Clinton s'est excusée sur les emails. Il y a toujours cette idée qu'il y a le pardon qui est possible et qui peut... La rédemption. Mais moi, je crois comme vous, effectivement, que les deux candidats, et en particulier Trump, ont parlé d'abord à leur électorat. Et je pense, on se disait, est-ce que sa campagne est terminée? Est-ce qu'elle est foutue? Non. Trump continue, il est très fort, il avance. Simplement, il n'élargit sans doute pas son électorat et il ne convainc que ceux qui sont déjà convaincus. Il a rassuré, au fond, son électorat qui pensait que peut-être il avait déjà perdu la bataille. Pascal Jalabert. Oui, il ne faut pas oublier que l'élection américaine, il faut d'abord gagner des États. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est d'être fort dans les États où le scrutin est serré. Et là, c'est là que Donald Trump a un problème. C'est-à-dire, comme il n'élargit pas son électorat, il a déjà beaucoup de minorités contre lui. Sur le vote des femmes, c'est mal parti. S'il ne va pas chercher un peu des républicains modérés, toute cette addition de gens qui vont lui manquer, ça va peser. Et autre chose, le risque qu'il prend en faisant ça, c'est qu'il mobilise contre lui des électeurs qui n'étaient pas forcément enthousiastes pour aller voter Hillary Clinton et qui, là, risquent de se déplacer pour aller voter Trump. Et c'est de cela qu'ont peur les autres républicains qui sont candidats au Sénat ou à la Chambre des représentants. Olivier Royan. Trump est arrivé sur le plateau avec une volonté stopper l'hémorragie. Le Parti républicain a pratiquement explosé au cours du week-end. On n'a jamais vu une séquence d'événements pareille depuis des années. C'est réussi, ça, est-ce que c'est réussi? Je pense que les premières 20 minutes, il a démarré lentement et ensuite il a attaqué. Il a attaqué et il a fait mal. Il a appuyé là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'il est allé sur l'histoire des mails d'Hillary Clinton comme il ne l'avait pas fait au premier débat. Et puis il amène en permanence la notion de mensonge. Vous incarnez l'establishment, vous êtes là depuis 30 ans, vous n'avez rien fait. Mensonge, vous mentez. Et vous savez quoi? Je vais nommer un procureur spécial qui va peut-être vous mettre en prison. Et à 2 reprises, il dit de toute façon, vous serez en prison. Donc c'est assez délirant. En tout cas, par rapport à ce que vous disiez, ce qui est certain, c'est que Hillary sait maintenant
que c'est les femmes américaines qui peuvent arrêter Donald Trump. Et ça pose un énorme problème pour lui, parce qu'évidemment, la moitié des femmes sont républicaines. À propos de femmes, une petite anecdote, Melania va croiser Bill Clinton au début du débat. Oui, je pense qu'elle a passé aussi un très mauvais week-end. On la voit qui rentre sur le débat, non pas souriante, un peu décontractée comme elle était à New York. Elle a le visage Melania, c'est la femme de Bill la femme de Donald Trump, extrêmement fermée. Alors, ils ont échangé une poignée de main, contrairement aux deux candidats qui ne se sont pas serrés la main, ce qu'on n'avait jamais vu. Sauf à la fin, mais on en parlera tout à l'heure. Mais pas au début. Donc une dimension personnelle quand même très importante, quoi, une intensité personnelle forte. Vraiment. Et puis un règlement de compte, vous savez, il y a ce fameux show le matin, Maury Povich aux États-Unis, qui fait des succès depuis une trentaine d'années. C'était vraiment cette foire d'empoigne-là. Alors Trump, pendant les 20 premières minutes, a porté ses coups, il a démarré un peu lentement, et après, on a senti une Hillary Clinton qui était un tout petit peu sur la défensive, qui prenait les coups. Avec cette capacité qu'il a, lui, de reprendre la parole, interrompre avec son expérience de télé-réalité. Oui, d'ailleurs, on a revu le présentateur de télé-réalité, là, il partait derrière, il levait le menton, il avait une attitude. Faisant les 100 pas, gesticulant. Il faisait les 100 pas, il gesticulait, ça vous a... Oui, moi, ça m'a beaucoup impressionné. On a d'un côté une sorte d'ours et on voit sa main là qui balaye, etc. Et puis de l'autre côté une tigresse dont on voit les yeux qui sont sévères. Et donc de ce point de vue-là, c'est intéressant, qui fait, à mon avis, que du coup, les questions de fond sur l'Obamacare, la question de la politique étrangère passaient un petit peu au second plan parce qu'il y avait cette telle confrontation des individualités qui supplantait tout. Mais peut-être une chose, c'est-à-dire qu'Hillary sourit quand Donald l'attaque. Et ça, c'est peut-être pas bon pour elle, parce que Hillary, il y a une position qu'elle déteste, dans laquelle elle est très mauvaise, c'est d'être leader. Elle entre dans ce débat en ayant une large avance sur son challenger, à savoir, en termes de grands électeurs, elle est probablement à un score aujourd'hui de 246 contre 180 à Trump. Elle est remontée dans l'Ohio, elle est remontée partout. Elle mène, et c'est la position qu'elle n'aime pas avoir, parce qu'en général, elle fait toujours une erreur à ce moment-là. Alors on va regarder, Pascal Jabert, je me tourne vers vous, un extrait qui concerne la sécurité intérieure. Hein. Hillary Clinton attaque la position de Donald Trump sur les musulmans. Hein, vous le savez, bannissement des frontières. Et lui, il réplique que c'est une question de sécurité nationale et d'accueil des réfugiés. On regarde ça ensemble, je reviens vers vous, Pascal Jabert. Regardez l'exemple d'Orlando, de San Bernardino, le World Trade Center, Paris, tout ce qui s'est passé à Paris. Ce sont des terroristes islamistes radicalisés et elle n'utilise même pas le mot, Obama n'utilise pas le mot de terrorisme islamique radical. Nous voulons que les musulmans américains fassent partie du pays et j'ai entendu de leur bouche à quel point il était important pour eux de savoir qu'ils étaient inclus, qu'ils faisaient partie de notre pays, partie de la sécurité intérieure. Nous ne sommes pas en guerre contre l'islam et c'est une erreur et c'est une chose qui fait le jeu des terroristes. Le bannissement des musulmans sous une forme ou une autre, c'était en fait une forme de filtrage extrémiste. Je ne veux pas, avec tous les problèmes que nous avons et tous les problèmes que l'on constate, des centaines de milliers de personnes qui viennent de Syrie que l'on ignore, on ne connaît pas leurs valeurs, on ne connaît pas leur amour pour notre pays. Alors Pascal Jalabert, il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a ce débat. Non, c'est pas nouveau. Hein. Donald Trump le porte depuis longtemps. Il avait commencé par les Mexicains. Là, on a vu, il en a très peu parlé. Il s'est plutôt concentré sur le terrorisme islamique. C'est quand même révélateur. On voit bien qu'il lui manque toujours ce fameux vote des minorités. Et qu'à taper sur les Mexicains, des Mexicains devenus américains, il y en a beaucoup dans l'Arizona, il y en a beaucoup dans le Nouveau-Mexique, en Floride, des États où il est un peu malmené. Donc là, il est parti sur le terrorisme islamique. Et Hillary Clinton lui a répondu sur un point assez habilement, je dois dire, puisqu'il y a une forte communauté musulmane aux États-Unis, avec des Américains convertis. Il y en a des célèbres, hein, le basketteur Karim Abdul-Jabbar, il y avait Mohamed Ali. Et donc, c'est cet électorat-là qu'elle va chercher et qui va encore lui apporter quelques bonus dans des États clés. C'est un impact important sur l'électorat ? Elle avait la phrase toute prête, hein. Elle avait préparé. Elle a dit du temps de George Washington, il y avait des musulmans, les premiers musulmans américains sont arrivés du temps de George Washington. Et elle fait immédiatement référence après à la mort de Mohamed Ali, grand musulman américain. Il y a un impact. Mais ça parle à l'américain moyen, Olivier Royan, ça, celui qui est dans le Missouri. Je ne pense pas que ce sera. Lui a porté justement la question de l'immigration au premier plan. C'est la question de l'immigration, mais c'est pas la question des réfugiés syriens aux États-Unis. C'est la question en particulier de l'immigration venue de l'Amérique centrale, venue du Guatemala, venue du Mexique, Cuba.
débat et en particulier les pays d'Amérique centrale. Donc ce point-là est important. Il faut voir que la question lui a été posée par une femme musulmane. Donc évidemment, dans ce format de débat, il n'a pas pu comment dire, diaboliser comme il peut le faire face à un électorat traditionnel. Donc il était sur la défensive et on est passé à autre chose. André Crétin. Bon, effectivement, mais c'est un thème important. C'est surtout son thème à lui, c'est-à-dire voilà, c'est la question de l'ordre, c'est la question de la sécurité intérieure. Donc il insiste beaucoup. Je crois pas que Homeland Security, ça veut tout dire. Je ne crois la sécurité à la maison. Je ne crois pas que ça va les départager absolument là de ce point de vue. Je ne crois pas que ce soit décisif. Je crois que c'est important pour l'électorat de Trump. Et encore une fois, là, il s'adresse à son électorat et je ne pense pas qu'il réussisse à l'élargir. Alors, il y a un autre sujet qui compte beaucoup pour les Américains. On sait que c'est un des échecs reprochés à Barack Obama. C'est l'Obamacare. On résume, Olivier Royan, ce que c'est. C'est au fond une couverture santé valable pour tous. Elle coûte très cher, elle marche pas selon les cas. Pour Hillary Clinton, elle dit qu'il y a déjà une couverture santé, voilà, elle veut en réduire les coûts, mais elle dit qu'elle existe. 90% des Américains l'ont. Et Donald Trump, il réplique lui, il dit que c'est un désastre, que l'Obamacare est cher pour les citoyens, cher pour le pays. Il veut abroger cette loi. Alors là, c'est un sujet de mécontentement de façon générale depuis des générations d'Américains. Nous, venant d'Europe, on est toujours étonnés par la précarité du système de couverture sociale américaine. Il n'y a pas de sécurité sociale. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'Obamacare, qui est fondé sur un principe tout à fait respectable, c'est-à-dire l'élargissement enfin à toute la population américaine d'une couverture sociale, ça s'est traduit par des hausses d'assurance, explosion des tarifs de cotisation d'assurance. Et là, Trump tente de dire dans son... Donc ça, c'est un sujet clé pour les Américains. La vie quotidienne. Et en particulier pour les Américains dans l'Ohio, dans le Pennsylvanie, dans toutes ces régions qui sont en voie de marginalisation. Et là, lui dit, mais laissez, on doit remettre de la concurrence entre les compagnies d'assurance. Il faut déréguler d'une certaine manière le système. Si vous voulez que les prix baissent, il faut déréguler le système. Ils sont sur des positions absolument contraires. Pascal Jalbert, culturellement, ça c'est inconcevable ici. Oui, c'est complètement inconcevable. Après, Hillary Clinton, ça lui a donné l'occasion de parler à son électorat de gauche. Qui lui fait un peu Elle est démocrate. Voilà, elle est démocrate, mais elle était quand même perçue comme une démocrate très libérale, notamment par rapport à Bernie Sanders. Et là, du coup, ça lui a donné l'occasion de s'adresser à un électorat un peu plus à gauche et aux jeunes, ce qu'elle n'avait pas trop eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant. André Crétin. Il y a aussi la question du rapport à l'État. C'est ça, il y a la question financière avec l'Obamacare, mais il y a aussi cette intervention de l'État qui a été très fortement rejetée. C'est-à-dire, la question de la santé appartient aussi aux individus et cette intervention de l'État n'a pas été vraiment acceptée par tous. Au niveau de la forme, sur la question de l'Obamacare, ce qui est intéressant, c'est de voir que Hillary saute sur une question pour donner son programme. C'est-à-dire que j'ai un programme et elle a réponse un peu à tout. Sur chaque point, elle a un programme. Et lui reste au niveau des principes en disant c'est terrible, l'Amérique n'a jamais été aussi mal, l'Obamacare est la pire chose que j'ai vue. C'est même votre mari qui l'a dit. C'est votre mari qui a dit que l'Obamacare était la chose la plus folle que Obama ait fait. Donc il reste au niveau des grandes déclarations. Et elle, sur une question comme celle-là, rentre quand même mon programme, ce que je ferai. Et je pense que ça, au niveau de son image et de l'électorat, ça la crédibilise. On peut dire que sa position à lui, Donald Trump, elle est quand même là très en phase avec l'esprit de son parti, les Républicains. Oui, ce n'est pas les Républicains qui ont passé l'Obamacare. C'était vraiment l'un des thèmes de campagne d'Obama dans sa première élection. Ça peut l'aider, ma question c'était à recoller à son parti ? Non, je crois pas. Non, je pense que là, il y a un divorce considérable. Le parti républicain est dans un embarras absolument gigantesque, avec un candidat qui, pour beaucoup de monde, n'est pas fréquentable. Y compris presque pour son colistier. Son colistier, c'est absolument incroyable, ce qu'on a vu dans ce débat. C'est à un moment donné, Donald Trump va se désolidariser de son colistier. Alors, expliquons juste pour les téléspectateurs, le colistier, c'est le candidat à la vice-présidence des États-Unis. Mike Pence, qui s'est plutôt bien débrouillé dans son débat. Et on a vu, c'est un peu du Trump... Parce qu'il y a eu un débat des vice-présidents. C'est un peu le macho, c'est un peu le Trump qui affirme ses valeurs masculines. C'est-à-dire que son colistier s'est pas mal débrouillé dans le débat de mardi, alors Trump en a pris ombrage. Et tout d'un coup, on lui a dit, mais vous devriez faire comme Mike Pence. Et là, il va y avoir cette phrase absolument incroyable. On arrive sur la question internationale, sur la Syrie.
Mike Pence lors du débat a pris position pour des frappes chirurgicales sur le régime de Bachar el-Assad, en particulier pour arrêter. Il est passé pour un bon spécialiste de ces questions. Absolument. Mike Pence. Et Trump va répondre non, je ne sommes en désaccord. D'ailleurs, nous ne nous sommes pas parlé. Mais est-ce que c'est déjà arrivé Non, ça n'est jamais. Historiquement. Non, historiquement, ça n'est un candidat à la vice-présidence qui n'est pas d'accord avec notre mémoire de journaliste, ça n'est pas arrivé. C'est même assez délirant. Donc ça veut dire que Trump a carrément balancé de la roulotte Mike Pence, et on peut imaginer les messages négatifs qui vont pas tarder à passer dans tous les États clés où on va avoir cette espèce d'incohérence. D'autant plus qu'il n'y a pas que la présidentielle, il y a aussi les élections au Congrès derrière, et je pense que là il y a beaucoup de futurs candidats qui ont peur pour leur propre siège avec l'attitude de Trump. Pascal Jalbert là-dessus? Oui, en effet, il ne faut pas oublier que ce jour-là, on vote à peu près pour tout. On vote pour des sénateurs, pour des représentants, pour des gouverneurs, pour des gardes-pêche, pour des juges. Donc c'est une élection complète. Et tous les candidats républicains, ils sont en train d'avoir peur d'être embarqués dans la charrette avec Trump si ça continue. Donc ils vont chacun faire une campagne bien locale et bien à eux. Alors, il va falloir reconstruire ce parti républicain. Il y a quand même des personnes comme McCain, comme Arnold Schwarzenegger, qui ont quand même été des autorités morales. Mitt Romney, le précédent candidat, qui font figure d'autorité morale dans ce parti. Il y a même la sénatrice du Massachusetts qui était pour Trump et qui s'est désolidarisée de lui pendant le week-end. Donc là, il y a vraiment un doute, à mon avis, qui est vraiment profond dans le parti républicain. Ça va forcément laisser des traces chez les électeurs. Voilà. Alors on va passer au troisième extrait préparé par Soumaïa Benaïssa de ce débat. Il concerne la politique étrangère. Hillary Clinton, elle veut une enquête, au fond, sur les crimes de guerre en Syrie. Et Donald Trump, lui, il trouve que la Syrie est un formidable allié contre le terrorisme. Regarde ensemble. La situation en Syrie est catastrophique et chaque jour qui passe, nous voyons les résultats du régime d'Assad en partenariat avec les Iraniens sur le terrain. Et il y a un effort déterminé fait par les forces aériennes russes pour détruire Alep afin d'éliminer les derniers des rebelles syriens qui font encore face au régime syrien. Elle parle un langage dur à propos de la Russie, à propos de Poutine et contre Assad. Elle parle en faveur des rebelles. Elle ne sait même pas qui sont les rebelles. Ces personnes sont souvent pires. Regardez ce qu'elle a fait en Libye avec Kadhafi. Après avoir éliminé Kadhafi, c'est la pagaille et l'État islamique s'installe en Libye. Je n'aime pas du tout Assad, mais Assad se bat contre l'État islamique. La Russie se bat contre l'État islamique et l'Iran se bat contre l'État islamique. Pascal Jalabert, au fond, la Russie, la Syrie sont presque des alliés contre le terrorisme. Et par contre, Hillary Clinton, elle veut absolument une enquête. Hillary Clinton demande une enquête et puis elle dit Moscou, c'est quasiment l'agent électoral de Trump. Donc ça, là, elle parle à ses électeurs en disant ça. Il faut en effet, comme le rappelle Olivier, voir ce qui s'est passé au Conseil de sécurité de l'ONU, où la Russie s'est retrouvée contre tout le monde, y compris même contre la Chine à un moment donné, qui était plutôt du côté américain et français. Donc là, encore une fois, Donald Trump prend un gros risque. Alors bien sûr, il parle à son électorat. Quand même, on est plus près des Russes et de Bachar el-Assad que des islamistes. Mais c'est pas forcément un de ses points forts. On voit qu'il connaît mal le dossier. Olivier Royan. Je pense que c'est le sujet sur lequel nous, en tant qu'Européens, on est le plus concernés. C'est-à-dire la place de la Russie, le bras de fer entre la Russie et la Russie et les États-Unis, et quel sera le candidat qui sera en mesure de le mieux protéger l'Europe. Je pense que quand Trump attaque Hillary et Obama sur ce sujet, c'est parce qu'il veut montrer qu'en fait il y a eu une sorte de désengagement de la Maison-Blanche et des Américains au Moyen-Orient, et que par conséquent il faut absolument combler ce vide. En revanche, il est d'une ambiguïté terrible, et actuellement quand on voit justement ce qui se passe au Conseil de sécurité, on voit à quel point la Russie est dans une position dominante et essaie d'attirer
que Poutine essaie d'obtenir une position hégémonique. Là, Trump est en train de ne comprend pas la situation. Moi, je pense que c'est le cas. Il soutient Poutine pour mieux montrer en fait qu'Obama a lâché prise et qu'il n'intervient pas et qu'il laisse le leadership à la Russie. Et donc c'est son slogan, America is back. Alors tous les trois, on va regarder un dernier extrait qui est un moment incroyable. C'est quand Donald Trump dit: si je gagne, je vais donner l'ordre à mon ministre de la Justice de vous envoyer en prison, en gros. Voilà, on regarde cet extrait qui a été un des moments les plus incroyables de ce débat. Il est bon que quelqu'un ayant le tempérament de Donald Trump ne soit pas responsable de la législation dans notre pays. Vous seriez en prison. Qui va être utilisé. Voilà, un mot sur l'acier chinois qui va être... Ce que je veux dire, c'est qu'au début du débat, Trump lui dit: je vais vous mettre en prison, je vais nommer un procureur général. Et à la fin, il dit: vous savez quoi ? Un tiers de vos immeubles sont construits avec de l'acier chinois, c'est ce qui crée le chômage aux États-Unis. Et là, je pense qu'on va avoir cette semaine, à partir de maintenant, on va avoir le droit à l'acier chinois dans les immeubles de Trump pendant quelques jours, et ça va être la nouvelle polémique. Merci Olivier Royan, vous dirigez la rédaction de Paris Match. Merci André Crétenant, vous dirigez l'information de TV5 Monde. Et merci Pascal Jalabert du groupe EBRA. On passe maintenant au zapping dans un instant.